Le thème, on vient de l'évoquer, c'est un beau sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec notre parterre d'invités. Jusque où faut-il aller dans le design, dans le marketing? Question à la fois éthique, comportementale. Il va y avoir de beaux sujets abordés avec vous. Pour parler de ce sujet, donc on a nos invités. Alors, on va commencer par vous présenter. Fabienne Latef. Vous êtes du SI2V. Ouais, prenez votre micro. Oui. En quelques mots, donc le SI2V, c'est le syndicat des commerçants indépendants, relativement récent. Oui, syndicat interprofessionnel des indépendants de la VAP. Bien Oui. fort, oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ton micro comme Bien, ça. bien le coller. Alors la règle, c'est on colle le micro sur le menton et comme ça on l'oublie et après il Non, j'ai pas envie. pas envie. Non. Bon, ça commence bien, très bien. Ok, au sein de ce syndicat, vous occupez quelle fonction? Je suis secrétaire. D'accord, très bien. Donc merci. Mais j'ai aussi une boutique. Parfait. Je tiens à le préciser, c'est important parce que pour représenter les gens, je pense qu'il faut avoir le vécu aussi des gens. Voilà. Merci Fabienne d'être avec nous aujourd'hui. Autour de cette table, donc, nous avons également trois fabricants de liquides. Olivier Oberlechner, vous êtes directeur marketing de Gaia Trend. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Effectivement, Alpha Liquide, Gaia Trend, une dizaine de collections. On est dans l'Est de la France et ravi d'être ici. Merci, fidèle de VapExpo depuis longtemps. Autre fabricant, Aurélien Durand, avec nous, de Swoke. Ouais, bonjour, oui, tout à fait. Donc vous êtes le fondateur de Swoke. Ouais. Pareil, hein, c'est une marque de e-liquide. C'est une marque de liquide qui est surtout connue effectivement pour le côté design et graphique de ces liquides. Historiquement, moi j'étais graphiste et designer pendant des années, donc ce qui explique voilà, ce positionnement un peu graphique particulier. Parfait, merci d'être là. Également Charlie Perrault, cofondateur de VDLV. Bonjour, oui, cofondateur VDLV. Je suis aussi vice-président de la FIVAP. Ouais. Et puis forcément très impliqué dans le monde des e-liquides. Parfait, merci. Avec nous également Guylain Armand de PGVG Magazine. À chaque fois je stresse, hein, mais j'y arrive, je suis bien arrivé. Ouais, bienvenue. Donc fondateur également du Vaping Post, directeur de PGVG Magazine. C'est ça. Le Voilà. magazine des pros pour les pros. Voilà, on reçoit les créations visuelles des fabricants essentiellement. Donc on est bien placé pour parler du marketing. Parfait, merci d'être là. Et puis avec nous, Nicolas Desmarais, responsable certification e-liquide au sein de l'AFNOR. Oui. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et pour animer cette conférence, Sébastien Béziot, que je ne présente pas, parce qu'on vous connaît. Bienvenue, Sébastien. Beau sujet, je vous laisse mener cette table ronde. Et puis, bien sûr, à l'issue de cette table ronde, on aura un temps de questions-réponses, d'échanges avec vous. Donc, n'hésitez pas à noter dans un coin de votre tête la question, vos réactions. Vous avez la parole, c'est un dialogue qu'on veut installer aujourd'hui. Sébastien. Merci, merci Charlie, merci à tous d'être présents. Donc le sujet, quand on avait parlé avec Jacques sur les préparations des conférences, on a aujourd'hui un sujet qui nous vient des États-Unis avec une épidémie de vapotage chez les jeunes. En France, on va dire que ça donne un petit peu du grain à moudre sur qu'est-ce que c'est que ce truc, la vape, est-ce que ça ne fait pas rentrer dans le tabagisme, etc. Et effectivement, en termes d'image, aujourd'hui, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a sur les packaging, sachant que la pub est interdite, donc c'est le seul espace de communication, et en plus un espace de communication contraint. Que ce soit Olivier, Aurélien ou Charlie, vous êtes tous les trois fabricants. Est-ce que l'un de vous trois, je vous laisse, peut nous faire déjà de façon très pédagogique, qu'est-ce que l'on doit trouver sur un packaging de flacons de e-liquide obligatoirement? Il y a des mentions légales de composition, etc. Est-ce que quelqu'un peut nous faire une liste exhaustive pour que déjà on sache ce qu'il doit y avoir sur un packaging de e-liquide? Olivier, je te sens chaud. Pas chaud du tout. En tout cas, pas pour cette question. Non, merci. Non, je ne sais pas si je vais être exhaustif, mais effectivement, tu l'as bien résumé. Les emballages, on est très contraint déjà par le format, hein, quand on s'intéresse à des sujets, à des références qui sont avec de la nicotine, donc du 10 millilitres. Donc tout le monde sait que c'est des formats extrêmement petits, même si pour beaucoup, on est passé à l'étui.
donne un tout petit peu plus d'espace. Donc malgré tout, quand on met de côté déjà la marque et les éléments de base, information, taux de PGVG, taux de nicotine, nom de la saveur, on a déjà à peu près la moitié, plus le message sanitaire, plus les ingrédients, plus les allergènes. Il y a une évolution aussi dans tout ce qui est labeling, hein, donc des nouvelles mentions qui sont rajoutées 2018. La précédente datait de 2015. Et puis, bien sûr, il y a ces fameux pictogrammes selon les taux de nicotine. Donc, j'en ai certainement oublié, le code emballeur, etc. Je laisse compléter mes amis et confrères. Mais ça fait déjà rien que ça, même si ce n'est pas complètement exhaustif. C'est déjà un casse-tête au quotidien, je pense, pour tous les industriels, pour se dire comment on fait rentrer ça sur une étiquette ou un étui de liquide. Et puis on peut y ajouter effectivement, comme vient de dire Olivier, aussi maintenant des obligations légales de pictogrammes quand on regarde le screening des arômes et la composition même des arômes. On a maintenant des pictogrammes qui apparaissent au regard de la composition aromatique. Donc ça veut dire que lorsque la nicotine est présente, on va dire elle dame un peu le pion dans le cadre de la sécurité en affichant en général le point d'exclamation et dans certains cas la tête de mort. Mais vous avez aussi des liquides en zéro nicotine, et notamment dans le cadre du do-it-yourself ou des liquides qui sont à booster, une obligation légale d'afficher au regard de la connaissance de la composition des arômes l'apparition de certains pictogrammes pour des questions de flamme, pour des questions d'inhalation, d'exposition en tout cas, et qui vont du coup encore surcharger la joyeuse famille des pictogrammes qui sont toujours là pour faire peur aux consommateurs, alors qu'on sait que c'est toujours une solution de réduction des risques. Et donc solution de réduction des risques qu'on a réussi d'une certaine manière presque à maquiller de superbes esthétiques qui ont finalement mis ce produit de consommation courante, ça reste un produit de consommation courante, au devant de la scène pour les gens qui veulent arrêter de fumer, avec une certaine élégance, voire exubérance, mais il y a aussi des marques, et chez VDLV on est sensible à ça, qui essayent de remettre en avant aussi des questions de sécurité et de garantie, car le marketing, ce n'est pas que plaire à une personne de 21 ans. Alors, merci Charlie, du coup tu as sorti quelques mots-clés, tête de mort, peur, rassurer le consommateur. Je m'adresse à toi Fabienne. Le consommateur, quand il arrive en boutique, on est sur un produit de consommation courante, donc à la limite n'importe quel produit qu'on peut trouver n'importe où, et il se retrouve face à ce type de packaging avec une tête de mort dessus, avec des tas de trucs écrits en minuscules. On comprend bien ce que ça veut dire comme message, c'est-à-dire c'est obligatoire, on est obligé de le mettre. C'est écrit en minuscules. Donc quelle est la perception des gens, surtout les débutants qui arrivent, quand on leur présente ce type de produit? Est-ce qu'il y a des questions déjà? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, la première chose que je me suis dite en voyant ce packaging, j'ai dit mais ça ressemble au paquet de clopes. Ce petit carré, cet encadré noir, etc. Mais non, enfin stop. Pourquoi toujours garder ce lien avec le tabac et l'industrie du tabac, même dans notre packaging, même dans notre étiquette? Et effectivement, ça ne rassure pas du tout. Enfin, d'un autre côté, ça ne rassure pas le fumeur qui veut arrêter, mais quand il a son paquet de cigarettes, c'est marqué « fumer tue ». Hein. Donc, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus explicite que ça. Je pense qu'il y a une modification maintenant au niveau des pictos, etc. Mais on est d'accord quand même qu'entre fumer tue et une tête de mort sur un flacon, la tête de mort, elle parle. Enfin, elle est graphiquement, oui. elle fait très peur. Alors que sur un paquet de cigarettes, finalement... Elle n'y est pas sur le paquet de cigarettes, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que tu réponds quand le client te dit il y a une tête de mort sur le truc? J'imagine que la question a déjà dû se poser, quoi. Il y a une tête de mort sur ce que vous êtes en train de me vendre. Oui. Qu'est-ce que tu leur réponds? En fait, je reprends, je leur réexplique la composition des liquides, etc. Et puis, c'est tout, j'essaye de les rassurer. Après, les clients franchissent la porte de la boutique en se disant, moi, je veux arrêter le tabac parce que j'en peux plus, etc. Ils savent que le tabac tue aussi. Donc, voilà, quoi. Moi, après, je fais un travail de formation pour leur dire qu'il y a une réduction de risque évidente, que rien n'est plus mortel, j'allais dire, que le tabac.
Donc, du coup, Guylain, tu as pris la parole, je te la redonne, parce que donc il y a une réglementation sur les produits qui vont vers le consommateur. Toi, tu as le magazine donc PGVG, magazine B2B, de professionnel à professionnel. C'est le seul espace dans lequel est autorisée la publicité. Sur ces publicités, est-ce qu'il y a aussi une réglementation, même si on parle de professionnels à des professionnels? La première, c'est les allégations thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en théorie, on n'a pas le droit de dire ce produit permet d'arrêter de fumer. Mais après, on le voit tous que depuis des années, finalement, petit à petit, et je pense par exemple à Gaia Train, ils le font très bien, c'est qu'on peut arriver à transmettre un message sans directement prononcer les mots tabous de sevrage ou d'arrêt du tabac, qui sont normalement des termes réservés aux médicaments et donc aux AMM, etc. Moi, ce que je vois en tout cas dans l'évolution des publicités que l'on reçoit et dont on est le vecteur, c'est qu'il y a de plus en plus d'audace sur ces allégations thérapeutiques, même si elles ne sont pas, encore une fois, prononcées telles quelles. Mais il y a cette volonté de dire, mince, après tout, le sens de notre métier, c'est quoi? C'est de permettre aux gens d'arrêter de fumer. Et ça, c'est quelque chose qui est prégnant dans la communication française, et surtout française d'ailleurs, parce que les Américains sont partis très très loin maintenant dans le marketing. Donc moi, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. Je vois que voilà, il y a quand même cet élan de dire, voilà, on permet aux gens d'arrêter de fumer. Après, sur la manière dont les produits sont présentés, c'est-à-dire est-ce que on garde que le côté fun, est-ce que voilà, on fait des choses juste pour attirer soi-disant les jeunes, etc. Toute cette crainte qui vient d'outre-Atlantique, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités de la part des professionnels français. Je pense que tout le monde est bien conscient des problématiques auxquelles on est exposé en vendant ce produit-là, qui est encore aujourd'hui controversé. Et qu'on marche encore sur des œufs. Il y a beaucoup de responsabilités. Moi, je suis très rassuré de voir qu'en France, on a ce professionnalisme, et puis il est reconnu en plus de ça. Donc voilà, donc les contraintes, je pense qu'elles sont... il y a une autorégulation aussi de la profession, sans forcément avoir un carcan réglementaire bien précis. Les professionnels savent eux-mêmes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a de la contrainte. J'ajoute un complément. Les choses ont évolué, et sur la composition aromatique, très peu de boutiques spécialisées ont pris le temps de vérifier cette connaissance sur les propriétés aromatiques. Et donc j'entends effectivement qu'il y a besoin d'informations et qu'il faut qu'on complète ces informations, mais il y a des fabricants aujourd'hui qui sont regardés en permanence par les institutions, et notamment via la DGCCRF sur la CLP et sur le respect des consignes d'affichage au regard de certaines molécules. Mais j'ai fait le tour du salon, je suis désolé, j'ai regardé sur les zéros, ces pictogrammes qui sont certainement nécessaires sur certaines compositions aromatiques ne sont pas présents. Donc légal, ça veut dire quoi? Normalement, légal, ça veut dire légal pour tous, et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que c'est loin d'être le cas. Et d'une certaine manière, on donne le bâton pour se faire battre, car lorsque certains laboratoires vont prendre le temps d'observer la composition et de remettre en avant ces éléments vis-à-vis de la CLP, c'est probablement tout un pan de la vape fun qui risque d'être fragilisé. Qu'est-ce que ça va dire aux institutions? Ça va leur dire, bon, vu que c'est la fête du slip sur ces arômes-là, on va rater ce marché. Donc le fun, parfois, trop poussé, provoque et crée la crainte complémentaire qu'on n'a pas besoin de verser. Donc je pense qu'il y a une vraie mission de la part des professionnels, et on essaye à la FIAP de pousser et d'encourager ce discours-là quand même, en disant amusez-vous, restez fun, mais faites gaffe et surtout respectez l'implantation des pictogrammes, et que les boutiques spécialisées s'informent sur les obligations là-dessus, car ça fait partie de leur métier. C'est soi-disant une filière avec une vraie profession. Profession oblige de la formation, de la remise à jour, de la connaissance. Et ça, pour moi, c'est incontournable. Comment ça se passe à ton niveau, toi, Aurélien? Alors, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais. Je suis vraiment d'accord avec justement ce qui était dit, mais on est dans l'interprétation de ce que les autorités peuvent penser de la vape. On n'est pas dans quel service on va rendre aux consommateurs. C'est-à-dire dans les notices d'utilisation, par exemple, on est dans la conformité. On n'est pas dans est-ce que le consommateur va lire. Donc on n'est même pas dans l'efficacité ni dans le service rendu. Donc ça, pour moi, on s'éloigne vraiment de l'intérêt du support et même des pictogrammes eux-mêmes, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes autour de ça. Le cadre d'exposition du consommateur final au liquide est extrêmement restreint. Aujourd'hui, c'est uniquement au travers des boutiques, sur les sites en ligne et point barre. Il n'y a plus de publicité, il n'y a plus tout ça. Donc déjà, on est dans un cadre qui est très limité. Donc le risque lui-même est très limité. Voilà. Donc maintenant, je suis assez d'accord avec tout ce qui est dit là-dessus. Du coup, toi, en création de packaging,
sur ta marque. Il y a aujourd'hui un positionnement marketing qui est spécifique. Tu dis que tu as un background designer. Ouais. Il y a vraiment une politique marketing de design, de messages, de couleurs, de typos, etc. Nous, on a plusieurs univers graphiques en fait, on a plusieurs gammes et à chaque fois justement le plaisir qu'on a c'est de pouvoir créer des univers qui vont parler à plus ou moins de vapoteurs suivant leurs affinités, suivant leur background, etc. Donc à chaque fois on va assez loin dans ces univers-là. En revanche, au niveau réglementation, au niveau respect de tout ce qu'il y a à insérer sur ces étiquettes, ça on le respecte de façon systématique. Maintenant, je suis assez confiant moi sur le contrôle que fait par exemple la DGCRF. C'est assez efficace. Voilà, il y a d'autres pans de la TPD par contre qui sont beaucoup moins contrôlés, où là j'ai plus de questions sur vraiment le service rendu au consommateur là-dessus. Sur l'aspect marketing, j'en ai beaucoup moins. Alors moi j'ai une question pour les fabricants. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on va obliger le fabricant à mentionner l'adresse du laboratoire? Moi, c'est quelque chose qui personnellement me fait toujours un peu bizarre, c'est qu'il y a certains liquides, on les achète, mais finalement, on a l'entreprise commerciale, le nom de l'entreprise commerciale qui vend ces produits-là, mais on ne sait pas qui les fabrique, où c'est fabriqué, et par qui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, d'une part, est contraignant commercialement? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui aiment bien ne pas mentionner l'adresse du laboratoire pour des jeux de concurrence. Mais moi, en tant que consommateur, je trouve que c'est quelque chose qui me manque, moi, dans l'information. Moi, je pense que l'émetteur sur le marché est le responsable de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que pour le consommateur, qui l'a potentiellement empoisonné, entre guillemets, c'est l'émetteur sur le marché. Et ce n'est pas en aucun cas l'embouteilleur, quel qu'il soit X, Y ou Z. Je prends l'entière responsabilité de ce que je mets sur le marché. En revanche, moi, j'ai fait le choix de garder mon entreprise centrée sur la création. Donc, on s'est construit une aromathèque dingue, on a un espace de studio créa avec les ordi, machin, etc. Voilà, on est un studio de créa et on l'assume, on n'est pas des embouteilleurs. Ça, c'est externalisé. En revanche, on est complètement responsable de ce qu'on met sur le marché vis-à-vis du consommateur. Donc, je ne pense pas que ce soit un enjeu, quoi. Olivier, au niveau du marketing, au niveau d'Alpha Liquide, vous avez les produits, vous avez les lignes, il y a un discours commercial pour gagner des parts de marché chez les commerçants, etc. Est-ce que cette question du packaging, c'est-à-dire l'aspect des produits, quand il est dans les mains du consommateur, quand il est en linéaire, est-ce que ça fait partie des lignes, d'une des lignes du discours de la marque? Et si oui, quels sont ces positionnements? Moi, c'est une question centrale. Évidemment, on l'a dit, hein, le packaging, c'est l'élément de communication essentiel, même si c'est petit, même si c'est souvent maintenant sur les étagères dans les boutiques, on les trouve sur Internet et ça reste la représentation première du produit. Donc c'est essentiel. Maintenant, c'est vrai que c'est pas la seule, heureusement, c'est pas le seul canal de communication. Il y a tout ce qui va être hors packaging. Il y a bien sûr les boutiques. Hein, il y a globalement, c'est un sujet un peu, on en parle un petit peu, c'est sujet central, c'est les prescripteurs, c'est-à-dire comment faire parler de nos produits indépendamment de leur représentation, c'est qu'un élément important, on l'a vu, il y a des points de labeling, d'étiquetage donc réglementaires qui sont très contraignants, les pictos, tout ça, c'est une donnée de base. Donc pour reprendre ta question, bon déjà sur le point précédent, Géatren, on fait partie des industriels qui fabriquons tout sur place, donc la question ne se pose pas, on a bien sûr une totale traçabilité. À titre personnel, je pense que ça peut avoir du sens pour le consommateur d'avoir quand même la traçabilité totale, de savoir d'où viennent les ingrédients, etc. Mais c'est un point de vue, on peut avoir des points de vue divergents là-dessus. Pour le reste, effectivement, sur la communication de marque, on est sur une catégorie qui est très particulière, on le sait bien, on a quand même avant tout, je pense on partage tous ce point de vue, même si on a des cibles un peu différentes, on peut s'adresser à des gens plus ou moins expérimentés, on s'adresse quand même avant tout à des gens qui à la base sont venus sur la VA pour se sevrer du tabac. Ça, c'est le point de départ. Donc, je dirais que c'est un peu la dette de base pour nous dans tous. On a 10 collections aujourd'hui chez Géatren, 10 gammes, et on essaie de faire en sorte qu'il y ait ce fil rouge dans notre communication corporate, et bien sûr que ce soit traduit, bien sûr, de manière différente avec les territoires de marques spécifiques. Et c'est là où on est un peu, et je ne vais pas trop loin, parce que c'est un sujet qui est très vaste, mais à nous de trouver chacun le bon mix entre d'un côté un discours rationnel, de réassurance, de confiance, d'un côté, et de l'autre, justement, cette part d'émotion, cette désirabilité d'une marque, faire qu'une boutique après, en boutique, un revendeur en boutique va se dire, voilà, cette marque-là, ça va parler à un vapoteur, ça va raconter une histoire. C'est la base du marketing, hein, on ne réinvente rien en faisant ça, mais c'est tellement spécifique dans notre catégorie d'avoir d'un côté tout le réglementaire dont on a parlé en préambule, de l'autre, un discours de réassurance qui est essentiel parce qu'on n'est pas des médicaments, mais il y a quand même une démarche quand même, on n'est pas sur des produits d'impulsion, on n'est pas sur des produits pur plaisir.
c'est cette espèce de quadrature comme ça qu'il faut réussir à trouver. Et je dirais, ce qui nous permet de trouver des territoires d'expression, tu en parlais à l'instant, je crois que c'est un peu aussi une démarche en tant que marketeur qu'on cherche à avoir, à chaque fois, de trouver un territoire de marque qui va se distinguer. Parce qu'on voit, il y a une énorme diversité de marques, énormément. C'est un marché qui est très atomisé, donc c'est très difficile d'émerger. Et justement, Fabienne, toi, en boutique, quand tu décides de référencer telle ou telle marque, tu te poses cette question de l'image que va renvoyer la marque pour rentrer, voire ne pas rentrer certains produits parce que tu estimes que le message délivré ne correspond pas, n'est pas forcément en accord avec le message que tu délivres toi-même quand tu es dans l'accompagnement. Est-ce que c'est vraiment un critère qui compte, l'esthétique des packaging? Bon, on peut dire avec la TPD, ça a tué l'image du petit flacon. Hein. C'est tout. Hein. Le petit flacon nicotiné, maintenant, dans une boutique, tout se ressemble. Enfin, ils se ressemblent tous. Moi, j'ai un panneau derrière moi. Je vais avoir, je sais pas, 110 références, mais ils se ressemblent. Donc en fait, c'est une question de confiance en fait. Les gens viennent dans la boutique, on les connaît ou on les connaît pas, mais on essaye de les connaître au maximum. Et après, nous, on les conseille. Donc en fait, c'est nous qui faisons le boulot de leur dire, ben, prenez celui-ci ou celui-là. Ça va pas du tout être au niveau du packaging. Je voudrais ajouter effectivement que on est arrivé aussi, il y a une chronologie en fait dans le déploiement de la vape comme outil de sevrage tabagique. Et on a passé 6-8 belles années en France à essayer de séduire tous les vapocurieux qui de toute façon étaient ouverts à la vape et ne regardaient presque pas cette histoire de pictogramme. Donc on a converti les vapocurieux avec des saveurs et avec des super belles images. Mais le pan qui reste, c'est les vaposceptiques ou les ex-vaposceptiques ou ceux qui sont en train de se transformer. Et on a converti les vapocurieux avec les saveurs, on va convertir les vaposceptiques avec les valeurs. Donc comment remettre de la valeur sur un timbre-poste tout petit afin de continuer à faire comprendre aux fumeurs, aux non-fumeurs et aux institutions que finalement la vape est un réel outil. C'est devenu l'outil de sevrage tabagique préféré des Français. Et je pense que le côté sexy de la vape y a contribué et y contribuera encore demain. Mais il faut y ajouter maintenant la nouvelle flèche du carquois qui est celle de la conviction par les valeurs. Et les valeurs, c'est effectivement des garanties de production, des garanties d'analyse, des garanties de tous les éléments qui vont encourager celui qui hésitait à se dire « Ok, je bascule, d'abord j'en vois plein autour de moi, tout le monde n'est pas stupide, je pense que mes amis qui vapotent sont des gens sympas, c'est d'ailleurs mes amis, donc par définition, je vais peut-être leur faire confiance. » Mais le petit plus sera apporté par les valeurs. Alors justement, donc l'espace de communication s'est réduit, tout se ressemble de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes, c'est ce que tu nous dis. Il y a un élément, je vais passer la parole, Nicolas, justement, il y a cette norme AFNOR, donc si tu peux nous expliquer toi ton rôle dans cette norme AFNOR, nous faire quelques points assez rapides pour aller au sujet qui est essentiel, c'est-à-dire de dire pour les fabricants qui ont choisi de faire cette démarche et qui ont choisi d'aller jusqu'à la certification, parce que c'est bien que tu nous expliques aussi ça, hein, le référentiel et la certification, comment ça se passe sur le packaging pour le consommateur final. Qu'est-ce qui peut se trouver sur le packaging? Est-ce que c'est normé et quelle place ça prend, etc. Tout à fait. Alors, donc nous, c'est vrai qu'on on a travaillé dessus donc en 2016. Donc il y avait eu un besoin qui avait été exprimé, donc que ce soit de la part des fabricants, mais également des consommateurs, à créer donc une norme. Alors une norme, c'est quoi? Ça va être un guide, en fait, un guide méthodologique. Quand on parle d'un produit, ça va recenser notamment les différentes caractéristiques que le produit doit avoir pour justement être un bon produit. Donc c'est les professionnels, les différents acteurs qui se réunissent autour de la table et qui donc dessinent ce guide ensemble. Voilà, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir des produits sur le marché qui soient de bonne qualité et d'instaurer en fait une exigence minimale, on va dire, de qualité. Parce que la réglementation, c'est la réglementation, tout le monde doit la respecter, même si on a vu effectivement dans certains cas que c'était peut-être pas
pas encore la réalité, mais la réglementation, on va dire, on est vraiment sur le minimum. Le minimum. Et il y avait vraiment un besoin dans ce domaine-là d'élever, on va dire, ce minimum pour faire en sorte que les produits de la vape, on mette en valeur le travail, notamment des fabricants, et la qualité de leurs produits. Donc ça, c'est la norme. Et donc après, nous, au sein d'AFNOR Certification, on a créé donc un référentiel de certification qui est basé sur cette norme. Donc, puisque c'est une norme volontaire, la certification l'est également. Et donc l'objectif, c'est de dire aux fabricants, voilà, il existe une norme, un guide, vous pouvez ou pas la respecter. D'accord, vous pouvez déclarer le fait que vous la respectez. Nous, on va aller le vérifier et le certifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut se déclarer conforme à c'est la XPD 90300-2, le nom de la norme. Mais le seul moyen de le prouver, c'est à travers la certification d'un organisme externe, tierce partie. Et aujourd'hui, on a une seule certification qui existe, c'est celle qu'on propose au sein d'AFNOR Certification. Donc concrètement, on va aller tester les produits. On va aller auditer également le fabricant donc sur toute la partie fabrication, production, et ce chaque année. Donc pour délivrer donc un certificat de conformité au référentiel qui est basé donc du coup sur cette norme-là. Et j'ajoute également du coup que le référentiel de certification se basant sur les besoins du marché, on a également un comité de certification qui est animé par les différents acteurs, que ce soit les fabricants, les consommateurs, les organismes techniques. Ce qui nous permet également d'ajouter des exigences en plus pour aller encore plus loin dans la norme en fonction voilà, des besoins du marché. J'entendais tout à l'heure le besoin peut-être de savoir d'où ça vient, qui c'est qui l'a fait, qui l'a fabriqué. Nous, par exemple, dans la certification, on impose le fait qu'on ait le lieu de fabrication et de conditionnement qui soit indiqué sur le marquage. Donc c'est une information sur le packaging. Tout à fait, c'est une information supplémentaire. Alors je sais qu'effectivement il y a déjà beaucoup d'infos qui sont demandées, mais on a estimé qu'effectivement c'était un besoin des consommateurs et que c'était une valeur ajoutée derrière. L'objectif c'est pas de charger les packaging pour les charger, il y a déjà suffisamment de choses pour ça, mais c'est de donner des informations vraiment essentielles pour les consommateurs. Et donc on a une mention qui est présente donc sur les flacons ou sur les packaging. Donc pour tous les produits qui sont certifiés, parce qu'on est sur une certification de produits, donc c'est un fabricant peut décider de faire certifier un ou la totalité de ses produits, il est libre. Voilà. Donc ça peut être une des valeurs ajoutées. Est-ce que ça se traduit très concrètement par un logo, un picto, quelque chose ? C'est effectivement une mention qui est aujourd'hui mise en forme, donc les fabricants ont la liberté de la mettre en forme. Donc aujourd'hui c'est e-liquide certifié par AFNOR Certification. Ce serait bien un jour d'avoir un logo commun. Voilà, il n'y a pas de logo commun aujourd'hui. On aimerait bien. D'accord. C'est une démarche qui est en cours de réflexion chez nous. Elle avait été déjà initiée à l'époque et effectivement, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux parce qu'on sait que dans ce domaine-là, c'est vu la place qu'il y a. Ça constitue un repère. Hein, c'est le rôle d'un logo. Hein, c'est d'avoir un dénominateur commun qui permet d'avoir un repère. Toi, Guilain, du coup, magazine B2B, donc travaille avec les fabricants, annonceurs. Et puis, le magazine est envoyé à tous les commerçants. Donc, j'imagine que tu as une remontée quand même d'informations de l'ambiance chez les commerçants. Comment est ressenti ce type de choses ? Une norme AFNOR, est-ce que tu sens que les fabricants qui l'ont... ils s'en vantent, déjà ils s'en vantent, mais ils ont raison, je pense, parce que c'est beaucoup de travail. Mais quel est le retour au niveau commerçant ? Est-ce qu'effectivement, ça a du sens pour les commerçants ? Oui, je pense que les commerçants sont sensibles à ça. Mais avant de répondre à ça, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que dans un pays où la publicité est interdite, le produit est de plus en plus adopté. Et ça, je trouve que c'est un signe qui est très 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 positif. C'est que tout à l'heure, Olivier parlait du vecteur de qui finalement va représenter le produit. C'est le consommateur ou c'est le vendeur, c'est la boutique. Et le produit, son adoption, l'éco-social que ça a, fait en sorte que ça fonctionne de lui-même. Donc ça fait que confirmer le fait que c'est un beau métier et que c'est un métier qui a du sens parce qu'il fait du bien et il répond à un besoin qui est très concret et qui est celui de se sevrer. Et encore une fois, ce mot sevrage, et Charlie disait il faut remettre des valeurs dans l'approche commerciale, etc. C'est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on ne peut pas étouffer dans tous les cas, même si on est interdit de parler
d'en faire la publicité, même si on voit qu'il y a une tolérance en fait qui existe. Mais voilà, les liens sociaux font que le produit perdure, se développe. Et ça, je trouve que c'est une note très positive à souligner ici. Tu fais bien de le souligner, oui, effectivement. Pardon ? Je dis c'est un gage de réussite. Le fait que ça fonctionne comme ça, justement. Et après, juste, alors bon, moi personnellement, je suis très attentif à ça et ça, c'est une valeur qui me touche beaucoup, celle du sevrage. C'est une notion publicitaire, ou en tout cas commerciale, marketing, qui va être très peu utilisée par les cigarettiers, évidemment qui sont en conflit direct avec leur propre activité originelle. Chose que justement va oser très facilement le fabricant de liquide ou le revendeur qui va conserver au centre de son activité cette notion de sevrage. On va aider les gens à se sortir d'un produit extrêmement nocif, de la pire. La pire chose qu'on puisse faire dans sa vie, c'est soit boire du sans-plomb, soit fumer des cigarettes. Mais voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose d'aussi qui est très important. Ça permet aussi de se différencier des cigarettiers. Je voulais juste compléter ce point parce que je reviens tout à l'heure à cette notion de prescripteur. Je pense qu'on est une bonne partie d'entre nous sommes convaincus de l'intérêt d'une certification. Je veux dire, un produit de vapotage, c'est pas neutre pour l'organisme, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ça a porté notre société. On est quelques-uns, Charlie. Il y a d'autres sociétés, d'autres industriels français qui sont concernés par ça. Et vraiment, nous, on a une question récurrente, c'est comment vraiment faire passer ce message aux consommateurs, aux vapoteurs. J'insiste vraiment parce qu'on est sur un salon pour bonne partie de professionnels. Et effectivement, le prescripteur, il y a les revendeurs, il y a les médias. Vous avez un rôle très important, Guylain, et on fonctionne très bien avec vous. Il y a les professionnels de santé, on sait que c'est pas évident. Et puis voilà, c'est une constellation on va vraiment de leaders d'opinion. Et on est plusieurs à agir, chacun dans son registre, pour faire que cette parole puisse être entendue par les vapoteurs. Et ce n'est pas une chose facile, parce que ce n'est pas quelque chose de sexy, c'est quelque chose qui est abstrait. Une norme AFNOR, là on parle de la norme AFNOR, HACCP, très peu de gens savent ce que c'est, on l'utilise et après pour se rendre compte que finalement, ok c'est bien, mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a un sujet de pédagogie qui est sans fin et qui est au cœur de notre mission, qui est au cœur du sujet de ce matin, je pense, la pédagogie. Et en connexion avec le marketing, il y a la communication. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut encore communiquer et dire quelles sont nos valeurs, mais ce qu'on observe dans les médias aujourd'hui, c'est on prend tout ce qui se passe de moche aux États-Unis, on dit que ça se passe, mais on ne précise pas vraiment que c'est aux États-Unis que ça se passe. Résultat, pour les consommateurs en France qui lisent les articles, qui zappent, comme moi-même, sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, l'information, on lit le gros titre et on confond tout. Donc l'effort de pédagogie que vient de dire Olivier, il est d'autant plus important pour les boutiques spécialisées de réexpliquer qu'en France, finalement, ces cas-là sont peu, on les observe peu et les institutions de santé l'observent peu, cette approche des jeunes qui se jetteraient corps et âme sur une vape telle une épidémie, comme c'est cité. C'est faux. Parce qu'en France, il y a cette diversité, des acteurs qui essayent de mettre en avant un certain nombre de valeurs, effectivement des acteurs qui n'oublient pas qu'il faut séduire, et je crois qu'on peut se féliciter en France d'avoir ce bon mélange-là, de la séduction et de la confirmation. Et c'est ce qui fait qu'on ne nous embête pas trop au niveau des vapoteurs. Mais la presse va devoir comprendre un jour qu'il y a un mur de l'Atlantique, de la façon de voir la vape, et que ce qui se passe aux États-Unis de manière un peu sale, ne se passe pas en France et dans certains pays d'Europe. Mais justement, est-ce que ce dernier espace qui reste de communication, qui est finalement le packaging, n'est pas le lieu pour exprimer un petit peu le fait que ça n'a rien à voir avec du tabac et qu'on est dans ces notions aussi de plaisir qui comptent énormément, finalement. Enfin, je ne sais pas, Aurélien, ce que tu en penses sur le rôle du packaging et puis qu'est-ce qu'on doit dire aux gens au-delà de toutes ces mentions légales, quoi. Si, mais alors justement, pour rebondir sur ce que tu disais, qui reprenait globalement ce que je voulais dire, le packaging, c'est déjà une étape ultime. C'est-à-dire qu'on est déjà face à un vapoteur qui est converti, quelqu'un qui a déjà fait la démarche de s'exposer au packaging. Or, nous, le vrai problème qu'on va avoir en tant qu'industriel, en tant que professionnel et consommateur, c'est la diabolisation de la vape potentielle chez ceux qui en sont éloignés. Une fois que tu as passé le cap de venir dans un shop, une fois que tu es là, etc., il n'y a plus de souci, tu vois la réalité de la chose. Tu vois que globalement, en France, en tout cas, les professionnels sont sérieux, que les industriels sont clean,
voilà, etc. Donc c'est très rassurant, mais il faut déjà faire cette étape-là. Alors nous, je pense que l'enjeu de communication, et c'est pour ça aussi que le fait d'être empêché de communiquer à une échelle plus large est problématique, c'est qu'on ne peut pas dédiaboliser le discours. Donc on l'a vu hier sur M6 encore, il y avait des stats qui rimaient à rien. Voilà, c'est surtout ça. C'est au niveau marketing. Nous, là, on a ce plafond de verre, il est chez nous aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut évangéliser, mais on ne pourra pas parce qu'on ne peut pas s'adresser aux personnes qui ne sont pas déjà clientes de nos produits. Donc, et du coup, moi, j'ai une question pour Nicolas. Est-ce que vous qui êtes un peu au contact entre les fabricants, enfin en tout cas entre cette filière et d'une certaine manière l'État, les institutions, est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie perception quand même de la part des politiques sur ce qu'a mis en œuvre cette filière pour arriver à se présenter de la meilleure façon qui soit et dans quelque chose d'assez sécurisant? Alors oui, effectivement. Après, les échanges que moi, en tout cas, j'ai avec justement les institutions, je pense qu'ils sont aussi difficiles que toi. C'est compliqué. Ils sont à l'écoute, mais ils ne sont pas encore acteurs. Donc après, voilà, c'est aussi à travers justement la certification que nous on essaie de leur expliquer l'intérêt par rapport justement à ce produit, à ce marché, à aller tous dans le même sens et justement voilà, monter le niveau et faire en sorte que des fabricants qui seraient peut-être un peu légers sur certains aspects, voilà, ne puissent pas forcément attaquer le marché. On parlait des zéro nicotine, avec des choses qui arrivent aujourd'hui sur le marché, on se rend compte que ce que contient ces flacons, des fois on a vraiment des taux, notamment de diacétyl, qui sont hallucinants. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encadré et que nous, justement, là, dans ce cadre-là, on va aller tester pour s'assurer que ça respecte bien les taux prescrits. Donc voilà, c'est l'intérêt. Après, pour les institutions, c'est toujours, mais ça dans tous les domaines, c'est toujours une relation un petit peu délicate, mais en tout cas, oui, on a et on continue à les alimenter pour essayer d'avoir des échanges réguliers et surtout voilà, leur montrer l'intérêt de la démarche qu'on fait et que les fabricants souhaitent faire, parce que c'est ça l'important aussi. C'est à la base, on est quand même sur une démarche des fabricants qui souhaitent mettre en avant le sérieux de leur travail et la qualité de leurs produits. Voilà. Aujourd'hui, n'importe quel fabricant peut rentrer dans cette démarche. Il n'y a pas de critères à l'entrée. Tout à fait. D'accord. Ça prend combien de temps ? On va compter entre 4 et 6 mois. Après, il y a plusieurs étapes, donc ça va dépendre quand même de la réactivité et le franchissement de ces différentes étapes, sachant que voilà, la première partie, l'admission qu'on appelle, on va avoir une phase d'essai, une phase d'audit et après une phase d'essai confirmatif, donc qui vont venir justement entériner les premiers résultats obtenus pour délivrer la certification. Donc entre 4 et 6 mois et après le suivi, ça se fait au fil de l'eau chaque année. Et le budget, acheter la norme sur le site de l'AFNOR, ça coûte 97 € je crois de mémoire, ou 93 €. Gros, c'est à peu près ça coûte moins de 100 € d'acheter les textes de la norme pour la lire. La certification, c'est un cahier des charges un petit peu plus complexe parce qu'il rentre dans le périmètre de l'entreprise. Mais pour certifier une entreprise qui se ferait accompagner par un cabinet d'audit ou un cabinet conseil, il faut compter à peu près 3 000 à 4 000 € déjà pour mettre un bon pied dans la certification, quoi. 3 000 à 4 000 €, c'est le budget pour être certifié. C'est le budget qu'il va falloir dépenser. Après, il y a le temps passé, un certain nombre d'analyses, et les analyses ont un coût. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises ici en France qui pourraient prétendre à cette certification. Et plus on sera nombreux, et plus la vape aura un effet de réassurance auprès des fameux vaposceptiques dont je parlais tout à l'heure. Une question bonus avant de passer aux questions du public, je pense. Vous êtes des fabricants indépendants de l'industrie du tabac. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une problématique pour vous sur votre communication, sur les peu d'espace que vous avez et sur vos produits, de marquer cette indépendance ? Chacun son tour. Ce sont les acteurs historiques du tabac qui s'intéressent maintenant corps et âme à la vape. Ils ont des moyens colossaux que nous n'aurons probablement jamais. Donc potentiellement, on a peut-être une longueur d'avance. Et puis finalement, c'est peut-être notre diversité qui est pour eux peut-être un élément complexe à lutter. C'est qu'en France, il y a une vape indépendante, expressive, variée, plurielle, et que peut-être qu'ils ne savent pas de quel côté attaquer pour se positionner. Donc j'ai envie de dire,
j'ai fait cette réflexion à Patrick Béduet dans le week-end. Je lui ai dit, à Bordeaux se tient le salon des vignerons indépendants qui ne cesse d'augmenter vraiment en fréquentation. 8 000 en 2000 et ils sont 35 000 dans les week-ends qui vont arriver à Bordeaux sur ce salon des vignerons indépendants, visiteurs j'en parle. Donc ça veut dire que ça intéresse la diversité. Et la diversité, ça rend aussi un salon particulièrement esthétique et passionnant finalement. Donc je crois qu'ils vont essayer de viser sur des sujets qui leur sont propres, des sujets plutôt industriels. On voit effectivement les pods s'afficher partout dans cette industrie parallèle à l'industrie de la vape indépendante. J'ai envie de leur souhaiter bonne chance, mais par définition, on ne va pas se laisser faire non plus. Et je crois qu'on a une grande différence, c'est qu'on a fait ça avec passion et pas avec intérêt financier au départ. Je crois que c'est ce qui change le profil de nos entreprises. Aurélien, sur le sujet ? L'analogie avec le monde du vin est assez pertinente pour moi. C'est-à-dire que pour moi, un shop, c'est un caviste, tout simplement. C'est-à-dire que c'est lui le prescripteur qui va proposer la bonne bouteille, le petit producteur. Et on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que chacun va proposer une production différente, une identité différente. Mais vraiment, on est dans une analogie qui est assez pertinente. Moi, je pense que le problème est plutôt à l'envers. C'est-à-dire pour l'industrie du tabac, de gagner une respectabilité. Parce qu'eux ne voient pas la vape comme un outil plaisir. C'est que d'abord, ils prennent le côté sevrage. On est dans une communication qui est beaucoup plus lisse, on est beaucoup moins fun. Or, pour moi, la vape est un produit vraiment à part. On n'est pas uniquement dans la nicorette, sinon on ne serait pas autant représenté. Donc voilà, donc je pense que c'est plus eux qui ont un problème de gagner de la respectabilité et de dichotomie aussi par rapport à leurs propres produits. Parce que, bon, voilà. Sur ce sujet-là, je suis assez partagé parce que j'aime bien la notion de pluralisme. Je crois que ça résume extrêmement bien l'univers de la filière de la vape. Et l'indépendance, effectivement, avec des valeurs fondatrices. Et on sait bien, ça a été dit tout à l'heure, c'était avec toi, qu'une bonne partie des gens qui sont ici, et depuis 2 jours, sont co-créateurs de cette catégorie, l'ont portée justement au tout début, lorsque finalement peu de gens y croyaient. Et le fait de voir qu'il y a beaucoup de groupes qui ont des moyens, effectivement, sans commune mesure, avec des sociétés indépendantes, familiales pour une bonne part, nationales, le fait qu'il y ait un regain d'intérêt, à la fois ça peut nous réjouir parce que finalement ça peut vraiment aller dans le sens de l'intérêt des gens, toujours pareil, cette notion de sevrage. Je crois que moi je serais tenté d'être assez pragmatique par rapport à ça et d'éviter d'être autant que possible manichéen, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien sur ce salon, il n'y a pas que des indépendants, alors après ça peut être un choix qui peut être remis en question, d'ouvrir finalement à des profils d'entreprises différentes, mais au final, j'ai l'impression, enfin moi c'est un peu mon credo quand j'en parle sur ce sujet-là, c'est que j'essaye de trouver des points de convergence, et il y a déjà tellement à faire pour imposer cette catégorie, au travers du respect des valeurs, du travail bien fait, de la sécurité, de la responsabilité de tous. Si c'est des points qui peuvent faire converger des sociétés de profils différents, je dirais après, le consommateur jugera. Le consommateur, comme depuis le début, les premiers jours de la vape, c'est le vapoteur qui a fait son choix. Donc s'il y a des industriels, des grands groupes internationaux qui sur le tard se disent « Ah super, il y a du business à faire », mais qu'ils arrivent avec des produits sécurisés, avec normes, sans normes, le consommateur jugera. Mais on revient au point de départ, c'est « Ok, mais il faut au moins qu'il y ait cette information qui circule, que les vapoteurs puissent choisir sur des bonnes bases. » Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est ça la question que je posais en fait, c'est que effectivement, et c'est très bien dans la vape parce que depuis le début, c'est le consommateur qui a poussé en fait le produit. Et le consommateur, je ne sais pas ce que tu en penses, Guilain, mais il a peut-être le droit de savoir exactement d'où viennent ces produits. C'était la question du laboratoire et c'est la question clairement d'indépendants ou de l'industrie du tabac pour ensuite faire son choix en âme et conscience et en écoutant les arguments des uns et des autres. Telle industrie peut dire, moi je suis capable de faire mieux que les autres, voilà pour telle et telle raison, et le consommateur peut choisir, lui, d'aller vers l'un ou l'autre en âme et conscience et de discerner. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, Guilain, mais on a peut-être un petit souci de lecture d'où viennent les produits. Effectivement, le consommateur, il va faire son choix, mais encore faut-il qu'il soit informé correctement. Et donc, si personne ne l'informe, il va acheter un produit A, B. On dit souvent, il y a une expression en anglais qui se fait « vote with your wallet », donc voter avec votre portefeuille. Et effectivement, les actes d'achat ont du sens. Mais il faut, encore une fois, que le consommateur soit informé. Et pour ça, alors soit on fait des médias, comme toi ou moi, soit c'est le professionnel qui décide de lui-même de communiquer sur son indépendance vis-à-vis du tabac ou sur son respect de certaines normes ou voilà, de sa responsabilité professionnelle. Il peut y avoir plein de
de moyens de communiquer, mais il faut le faire. Je pense que c'est très important. Enfin, moi, en tout cas, je pense que, et je sors toujours cet exemple-là, moi, je m'intéresse un petit peu voilà, à l'agriculture dans ma vie personnelle, et je sais que si demain Bayer ou Monsanto font des produits bio, je ne vais pas les acheter. Parce que c'est des gens qui, pour moi, ont contribué à la pollution des sols et à l'appauvrissement des sols, etc. Donc je vais choisir plutôt de soutenir un maraîcher qui fait ça depuis 30 ans et qui, lui, a permis à ce marché bio de se développer. Et que maintenant, quand il y a les gros industriels qui s'intéressent à ce marché-là, parce que il y a eu des gens qui ont fait en sorte que ce marché existe, je trouve ça trop facile. Je pense qu'il faut, la roue tourne et voilà, il faut privilégier les gens qui, depuis le départ, ont fait ce pari-là. Et on est tous autour de la table dans ce cas de figure-là, de dire, nous, on va aider les gens à arrêter de fumer. C'est peut-être une question de diversité aussi, c'est l'exemple des vignerons que tu donnais. Quoi. La diversité, peut-être une sécurité aussi pour les consommateurs, la diversité de choix. En fait, ce que font les vignerons pour se faire remarquer, ils innovent. Donc il faut qu'on innove, tous. Il ne faut pas qu'il y ait que des suiveurs dans cette filière, il faut qu'il y ait plus il y aura de gens qui vont innover dans le bon sens. Je crois que la vapeur, finalement, c'est quelque chose à qui on peut donner plein d'opportunités. Ça s'est révélé dans la vape et il y a des sujets vraiment passionnants dans la vapeur, entre guillemets. Mais l'innovation permet une communication. Et c'est ce qui va stimuler la motivation d'un client à aller se dire il y a de l'idée. Il y a des liquides ici que je connais qui ont innové à un moment donné dans la saveur. Et c'était fabuleux et ils ont remporté des challenges et qui aujourd'hui a consolidé leurs entreprises. Mais malheureusement, on a peut-être fait un peu le tour de toutes les saveurs possibles. À un moment donné, on ne va pas réinventer ce que la nature nous propose. Donc, par définition, on va peut-être tourner un peu en rond. Donc, il faut innover sur d'autres chapitres. Et je pense qu'on peut très bien aussi innover sur des valeurs peut-être plus traditionnelles, plus anciennes, ou sur des valeurs qui sont pour moi complètement le futur. C'est les valeurs d'abord de la protection de la nature, de la protection... on a parlé hier, il a été question hier de toute la partie éco-responsabilité. Eh bien, ça, c'est un chapitre de marketing et il faut l'exploiter. Et si on arrive à mettre tout ça sur ces petites étiquettes qui ressemblent vraiment, je pense qu'il va y avoir un de ces jours des philatélistes de l'étiquette du liquide parce que ça va vraiment être, et puis avoir avec des bonnes vues parce que moi je commence à perdre la mienne. Je leur souhaite une belle collection. Voilà. Merci. Alors, des questions. Je peux dire une chose ? Allez-y, je vous en prie. Il me semble que vous avez oublié un maillon dans votre chaîne de l'information, c'est aussi les professionnels qui sont vendeurs aussi. Eux aussi doivent avoir cette information de savoir d'où viennent les produits qu'ils vont vendre dans leur boutique. Et comment on fait pour l'avoir, etc. Ça, c'est très important. Parce que vous partez tous du principe que vous avez des gens qui sont vapoteurs, mais les gens qui arrivent dans une boutique et qui veulent arrêter de fumer, ils ne savent pas tout ça. C'est surprenant de voir les C'est nous qui allons leur donner cette information. Et il faut qu'on ait cette information. Et on va faire des choix. L'avenir, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce qu'on va en faire. C'est ce qu'on va faire. C'est très juste. Et là, on en est en plein dedans. Cette année et les années qui vont arriver, on aura des choix à faire. Les professionnels vont avoir des choix à faire. Et on doit avoir les informations pour faire ces choix. Je suis surpris d'entendre que vous ne les avez pas alors qu'on passe notre temps à les transmettre. Mais il faut... Non, on les a pas... Il y a beaucoup de magasins qui sont des réseaux conscients, forts, et qui sont venus chercher cette information et qui se servent de ça pour vendre. Et je crois que les réseaux qui sont très en forme sont des réseaux qui sont très informés parce qu'ils sont moteurs de cette connaissance. Les professionnels qui ne sont pas moteurs de la connaissance vont se fatiguer en fait à attendre l'information. Pourquoi l'information ne vient pas? Je l'attends. Mais il ne faut pas l'attendre, il faut aller la chercher. Cette information, elle est disponible. Les fabricants passent leur temps à transmettre cette information. Ceux qui ne vont pas la chercher vont passer à côté de leur avenir. Mais nous, au SI2V, on veut donner cette information-là. Parce que quand on est un professionnel, qu'on passe 50 heures dans sa boutique, on n'a pas toujours le temps d'aller chercher, on n'a pas toujours les circuits, etc. Le temps, ça se Donc, prend. oui, mais si on peut l'apporter aussi, ça c'est bien aussi. Et moi, je veux savoir aussi d'où viennent les produits que je vends. Et je vais dire comme Thomas Wiesel, moi je n'aime pas les multinationales. C'est comme ça, c'est intrinsèque. Et voilà. Et je n'ai pas envie d'acheter des produits qui viennent de grosses multinationales avec tout le passé et avec ce manque de passion. Moi, je voulais parler de l'extraordinaire parce que c'est une philosophie dans la vape. Et l'extraordinaire dans le marketing, c'est le wow. Et ça fait 10 ans maintenant.
On l'a fait. On n'a pas attendu, on n'est pas passé par des circuits de publicité, etc., traditionnels, et ça a marché, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, continuons là-dedans, ne grossissons pas trop, à la limite, voyez, pour pas partir dans des choses qui vont nous tuer, en fait, enfin, qui vont tuer l'essence même de la vape. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans le public? Non? Oui. Alors, 2 questions. Madame et ensuite monsieur. Bonjour madame, juste une question pour vous s'il vous plaît. J'aimerais savoir justement quand vous sélectionnez les produits, vous prêtez attention à quoi en priorité? Est-ce que justement cette notion de packaging très marketé est un critère important parce que vous savez que derrière le consommateur sera d'autant plus attiré? Est-ce que vous allez plutôt sur des marques avec des discours, des valeurs? Voilà, comment vous faites votre sélection justement pour reprendre la thématique de cette conférence? En fait, moi je pars des besoins de ma clientèle. J'apprends à la connaître en fait. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'avais une idée de la vape qui était la mienne, qui était celle des réseaux sociaux. Et quand j'ai ouvert ma boutique, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 90% des gens qui vont venir dans une boutique de vape qui n'ont pas une grande barbe et forcément des tatouages, vous voyez? Ça va être des gens de tout le monde. Et moi, je me demande si quelque part, je voulais parler aussi de la femme, parce qu'en fait, moi, j'étais très embêtée. Je ne trouvais pas de matériel pour vendre à des femmes. Mais est-ce que vous savez quel est le pourcentage de femmes qui fument? Vous le savez? Justement, le cancer de la femme va rattraper celui de l'homme cette année. 48%. Comment un marketing de la vape peut-il faire l'impasse sur 48% d'une clientèle? Waouh! Alors moi, les messieurs les designers là, de matériel, ça engager des femmes. Alors parce que c'est pas parce qu'on vend une batterie rose qu'on est pour la femme, non. Hein. On veut de l'élégance, on veut des produits qui soient... Mais non, mais je vous assure, hein, je parle avec mon cœur, hein, parce que voilà, l'occasion m'en est donnée. Mais là, je lance un appel, il y a un marché énorme à faire. Enfin, Surtout, j'espère qu'il y a plein de marketeurs qui ont entendu ça, hein, c'est très précieux. Voilà. Du coup, je suis bien contente parce que j'ai quand même dit ce que je voulais dire. Super. Allez, Donc je peux me taire question. maintenant. Bonjour, Jonathan, Laboratoire Lips. Je voulais savoir si vous passiez quand même du temps, peut-être une fois par semaine, pour essayer de communiquer avec les institutions françaises pour essayer d'améliorer notre visibilité. Est-ce que vous travaillez dans ce sens? Est-ce que vous prenez du temps pour essayer d'avancer un peu et de travailler en amont sur ce sujet? Du coup, je vais parler au nom de la FIVAP, si vous m'autorisez. Cette demande, elle est extrêmement récurrente auprès des institutions. C'est notamment la DGS en fait qui nous suit, mais ça nous fatigue un peu presque de travailler avec la DGS. On voudrait aussi travailler avec le ministère qui régit cette direction générale de la santé, et on leur demande des consultations en permanence. Eh bien, les réponses se font maigres, et à chaque fois qu'on veut parler de ces sujets-là, et grosso modo en ce moment la réponse que l'on a, c'est bon, écoutez, on vous a validé votre TPD, là on a en ce moment des gilets jaunes à gérer. On a des difficultés, la France a des problèmes, pas que dans la vape, hein, il y en a partout. Donc on en parlera plus tard quand la TPD sera revenue sur la table, et donc grosso modo pas avant 2022. Donc d'ici là, on va continuer de leur demander des rendez-vous. On va continuer d'essayer de leur montrer aussi qu'il y a de l'exagération et de l'abus dans certaines réglementations, et que d'ailleurs c'est contre-productif. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on résume la chose, on a un liquide avec une tête de mort, entouré d'un super pirate hyper sympa qui va nous vendre la vape comme quoi c'est génial. Donc finalement, ça vient fusionner, cette tête de mort fusionne avec l'esprit marketing et esthétique. Et puis j'ai envie de dire, on avance avec ça. Mais on voit bien qu'ils sont quand même étanches à l'actualité de la vape. Ça fonctionne par palier. On se revoit dans 5 ans, on se reverra plus tard. Il y a une chose aussi, juste, c'est qu'à PGVG, on monitore les fermetures, les ouvertures de boutiques en France depuis des années. Et je sais que l'OFDT, donc c'est l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, prend nos chiffres chaque mois pour monitorer l'état du marché. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même si
il n'y a pas de communication directe de la VAP vers les institutions sont aussi quand même attentives d'une certaine manière à ce qui se passe sur le terrain, dans les CHU, dans les boutiques, etc. Donc il y a quand même des choses qui transpirent naturellement du marché et qui sont accessibles par les autorités ou les institutions. Ce que je voulais dire en complément de réponse, c'est effectivement, par rapport à ton point, les autorités suivent beaucoup plus qu'on ne le pense notre métier. Ils sont très informés. Ça ne veut pas dire qu'ils agissent tout de suite. Il y a le principe de précaution. Enfin, il y a plein d'arguments qu'on nous oppose. Et simplement pour dire en complément de tout le travail qui est fait justement par les représentations syndicales, on est quelques intervenants. Hein, on n'est pas du tout les seuls chez Gaëtren à faire ça, mais à notre niveau, en tant qu'industriel, acteur local, source d'emploi local, donc de création de richesse, c'est important. Donc les politiques locaux sont sensibles à ça. Donc on fait tout dans notre domaine pour attirer l'attention des politiques. Donc ces 6 derniers mois, on a fait venir le député de notre circonscription, le préfet, le sous-préfet, on a fait venir le président du Conseil général de Moselle. Enfin, voilà. Et il y a une question gouvernement. On n'est pas les seuls du tout. Hein. Ce n'est pas le message que je veux faire passer. Mais chacun dans son domaine et en concertation avec la FIVAP à laquelle on participe, on fait en sorte qu'il y ait un point d'éclairage. Mais c'est vrai que le retour souvent qui nous est fait, hein, ça, je pense qu'on peut en témoigner, c'est ouais, ok, mais apportez-nous des données, apportez-nous des preuves, etc. On veut bien, on entend, mais. Et malgré tout, on doit continuer à avancer. C'est très bien que tu ailles sur ce terrain-là. Moi, je vais prendre la casquette là, du conseil en communication, qui est mon métier à la base. La communication, c'est de l'eau et du feu. Le feu, c'est l'argent, c'est la publicité. Je mets un gros paquet d'argent, j'ai de la visibilité immédiate, mais ça dure pas très longtemps, ou ça dure le temps que j'ai de l'argent. Mais la communication, c'est de l'eau aussi, c'est-à-dire il faut aller voir tout le monde, ton environnement, justement. On a discuté avec Patrick quand il faisait le VAP Expo à Nantes, et à un moment donné, je lui ai dit, mais contacte les médias locaux pour leur dire qu'il y a un VAP Expo. Et que ça va parler de VAP. Le résultat, hier, on en a discuté. Il y a 2 télés qui sont venues, les gens sont venus. Et c'est comme ça que ça marche. Vous êtes commerçant, parlez avec vos voisins commerçants. Quand il y a un médecin, des professionnels ou des acteurs de santé qui viennent dans les boutiques, parlez avec eux. Vous êtes fabricant, parlez aux institutions. Au niveau économique local, c'est pas du tout pareil qu'au niveau national. Au niveau économique local, Charlie, tu peux en parler. Quand il y a des innovations, des choses qui se passent, ça va intéresser le tissu politique local, les institutions, etc. Et ça, c'est vraiment de la communication dite de l'eau. C'est-à-dire que vraiment, on produit des choses, on sème. Alors ça met du temps, mais on sème pour récolter. Et c'est ça qui est solide au final. Ouais, le problème, c'est qu'M6 nous arrose de ses flammes, par contre. Parce qu'ils ont traité le sujet hier en mettant la VAP, c'est un barbu tatoué qui fait des gros nuages. Et je pense que du coup, la représentation féminine, là, on est vraiment passé à côté. Oui, alors après, c'est une question d'expérience. Quand on ne fait pas les choses, quand on y va la première fois au feu, on se rend compte qu'il y a des erreurs. Et on se dit, attention, la prochaine fois, il va falloir faire gaffe de ne pas se faire piéger. Mais de toute façon, il faut y aller. Et on apprend en y allant. Mais ce n'est pas en restant refermé sur soi-même et en attendant que les choses descendent. Non, il faut y aller. Et vraiment, j'insiste vraiment, hein, au niveau des fabricants, etc. Enfin, là, tu parles de laboratoire LIPS, les institutions locales, quoi. La mairie, la communauté de communes, etc. On existe, voilà ce que l'on fait. Alors les gens, ils ne comprennent pas forcément au début, et puis ils viennent visiter, ils comprennent. Et ils voient des emplois et des laboratoires, et donc du coup, pour eux, ça a de l'importance. Mais est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Ouais. Bonjour. Est-ce que vous auriez la gentillesse de revenir un peu sur, mais alors vraiment côté aspect marketing produit pur, sur l'arrivée des grosses machines impériales avec Blue, Joule, IQOS, etc. Sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous pensez pouvoir contrer en fait ces arrivées qui vont arriver avec des moyens financiers énormes pour prendre des parts de marché, avec une distribution qui peut être différente par les buralistes, etc., etc. Comment vous voyez ça en termes design pur du produit? Alors, si je peux répondre par rapport à ça, de ce point de vue-là, je ne m'inquiète pas trop. Au contraire, je rejoins assez ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, ces marques-là et la puissance qu'ils vont apporter, finalement, va nous servir. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la prétention d'aller les contrer ou d'être même sur le même niveau que toi au niveau d'Alpha et toi au niveau de VDLV. Donc nous, on va plutôt être le fournisseur de bouteilles de vin, entre guillemets, très spécialisé, très créa, etc. Mais ces industriels-là sont des portes d'entrée aussi. C'est-à-dire que le consommateur final, le fumeur, qu'il arrive dans la vape
grâce à Alpha, grâce à voilà, ce type d'industriels-là qui historiquement sont des cigarettiers, finalement, c'est pas très grave, tant pis. Ils continueront leur chemin, ils iront découvrir la vape plaisir après. Voilà, donc c'est voilà. Donc pour moi, à ce moment-là, c'est pas du tout au contraire, ça peut même être une aide pour notre métier. En complément de cette réponse, je pense que ça fait du bien à tout le monde d'être challengé. Hein. Je pense qu'on est... ce qui peut nous guetter parfois, et ce n'est pas seulement le cas de la vape, c'est d'être entre soi, hein, de se partager nos parts de marché, de faire notre croissance, etc., d'avoir nos projets, d'échanger, tout ça, c'est très bien. Quand il y a une force de frappe en face qui arrive, avec des moyens, du professionnalisme, hein, attention, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, bah, le minimum qu'on puisse faire si on veut être compétitif, c'est de se remettre en question, d'être au moins au niveau, et toujours pareil, de dérouler, d'être cohérent avec ses principes et de dérouler notre communication avec cohérence et passion. Parce que cette passion-là, effectivement, si elle transparaît au travers des revendeurs, des prescripteurs dont on a parlé, c'est peut-être un élément de différenciation et du coup de supériorité pour les indépendants. C'est ça, c'est le mot-clé sevrage, il ne faut surtout pas en avoir peur. Je pense que sur les étiquettes, il faut que ça transparaisse, il faut vraiment reformuler encore et encore et encore le fait qu'on est là pour aider les gens à arrêter de fumer. Et évidemment, un cigarettier ne va pas le clamer aussi haut et fort que le ferait un fabricant de liquide. C'est littéralement, ils sont en dissonance pure. Nous, on n'a pas cette dissonance-là. Donc je pense que ça, là-dessus, il faut assister. Le fait qu'ils se mettent à la vape, finalement, c'est peut-être la meilleure chose pour gagner de la respectabilité de la vape. C'est-à-dire dire, même eux s'y mettent, ça veut dire que oui, c'est bon, vous pouvez y aller, quoi. Donc, quelque part, c'est voilà, pour moi, c'est pas... Je mettrai un tout petit bémol là-dessus, parce qu'il faut faire attention, que ce soit au niveau associatif, au niveau... on se prend souvent... la vape, c'est l'industrie du tabac. Et c'est le joujou de l'industrie du tabac. Et avant même que l'industrie du tabac s'y mette vraiment, des politiques nous le disaient, quoi. On disait, ah mais non, mais c'est l'industrie du tabac. Persuadés que tout autant que vous êtes, les indépendants, appartenaient déjà à l'industrie du tabac. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc il faut bien penser à rappeler aussi ça. Et c'était le sens de ma question tout à l'heure, sur le fait d'afficher cette indépendance, quoi. Moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on va m'annoncer que McDo va faire du Weight Watchers. Vous voyez ? Moi, pour moi, il y a un non-sens là-dedans. Donc, voilà. Mais j'entends vos arguments aussi. Enfin, il y a ce côté aussi force et visibilité, etc., moyens, enfin, tout ce qu'on peut... tout ce dont on a besoin aussi, hein, dans notre monde. Tel qu'il est maintenant. Mais je vous assure, hein, voilà. Et j'ai pas envie que ma vape soit du McDo, hein, je vous le dis. Hein. C'est salé déjà. Allez, peut-être une toute dernière question. Non, alors on va terminer par un tour de table, un SMS. Si vous avez juste un SMS à envoyer au public pour clôturer ce sujet, vous diriez quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vos interventions aux uns et aux autres? Guylain. L'indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac. Merci. Charlie. L'expression des valeurs avec passion. Vraiment. Que la vape est un espace de création. Alors moi je dirais informez-vous. Merci. Je dirais qu'on a besoin de tous pour relayer notre communication bien au-delà du packaging dont on parlait au point de départ. Fabienne. Moi, je vais dire, pensez aux femmes, hein, qui veulent vapoter, à la ménagère de entre 20 et 45 ans, elle n'existe plus, hein, mais on en rigole, et la culture de l'extraordinaire. Enfin, le waouh. Ouais, le waouh et toutes les valeurs qui ont été évoquées. Hein. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Sébastien? Un dernier mot pour remercier tous les intervenants, remercier le public. Ouais. Je suis très content, encore une fois, de voir toute la diversité qu'il y a au niveau de la vape chez nous en France. Et on peut en être fier. Voilà. Merci. Et on te remercie, Charlie. Aussi. Non, attendez, vous plaisantez, je suis à votre service. Merci beaucoup, merci à vous. 110 exposants ici dans ce salon. Et sur scène, 14h, on a une autre conférence qui sera animée par Jacques Lewezek, les boutiques de vape en Bretagne et dans le Grand Ouest. C'est à 14h, ici même. En attendant, eh bien, 110 exposants sont là pour vous. Merci. Et puis, ils sont là encore dans le coin si vous voulez continuer la discussion. Bien sûr, vous êtes dans les parages. À tout à l'heure.